Bonjour MyCity, je m'appelle Aurélien Denunzio, j'habite à Lisbonne depuis septembre 2024, mais originaire de Lille. Et je suis entrepreneur depuis 2014. J'ai créé une start-up et puis depuis un an maintenant, j'ai créé une activité de coaching des primo-entrepreneurs. J'aide les gens à entreprendre pour qu'ils puissent passer d'une idée à un business concret. Super, c'est un bon pitch. Il y a du métier, hein. Peux-tu... Ah ouais, bah, je vois bien. Est-ce que tu peux me présenter un peu la société, Algar, que Ouais. tu avais créée à l'époque? Alors, Algar, la boîte que j'ai créée, c'est un service en ligne qui aide les particuliers et les professionnels dans l'obtention de permis de construire. Quand tu veux faire des travaux de construction, de rénovation en France, c'est hyper compliqué d'obtenir des permis de construire. C'est plein d'administratifs, de réglementaires, de process, de paperasse. Et donc, j'avais créé un service qui digitalisait complètement ce process. D'abord en commençant un peu comme une petite agence, puis en transformant complètement le truc en un service entièrement digital en ligne. Et voilà, on a aidé un peu plus de 10 000 clients particuliers et quelques centaines de professionnels dans ces démarches-là. Et puis la société existe toujours, elle a été rachetée fin 2023. À quel moment tu as senti que tu étais devenu dangereux pour le marché? Je sais que tu m'en avais parlé, mais Quand j'ai commencé à recevoir des sauts de merde des architectes, on a eu beaucoup de haine de cette profession. On a reçu des menaces de mort, on a reçu des intimidations, du sabotage, que ce soit de notre site, de salons auxquels on participait, d'articles de presse. On a eu pas mal de problèmes comme ça. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, on tient quand même un vrai truc, quoi. Si on agace autant une profession installée depuis si longtemps, alors qu'on est une toute petite boîte et que le marché est énorme, c'est qu'ils essaient de défendre un truc sur lequel il y a une place à se faire. Plus les architectes nous tapaient dessus, plus les gens aimaient ce qu'on faisait et ils voyaient tout l'intérêt du service qu'on apportait. ouais, en fait, il te rendait plus connu, en fait. Il t'apportait de la visibilité, quelque part. Ah ouais, c'était le Même s'il voulait concours. te nuire, c'était l'inverse. C'est ça, plus ils nous tapaient dessus, plus moi je rebondissais dessus, je faisais du contenu avec ce qu'ils m'envoyaient, j'enregistrais des calls que je recevais, je les publiais, et en fait, ils passaient vraiment pour des énormes débiles, donc ça nous a vraiment servi, en fait. Au début, j'étais, tu vois, dans le truc de ah putain, on va essayer d'être pédagogue, leur expliquer qu'on n'est pas là pour les concurrencer, etc. Ce qui était vrai en plus, parce qu'on s'attaquait à un autre segment de marché, mais ils comprenaient rien. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça servait à rien d'argumenter, puisque c'était émotionnel leur haine, quoi qu'on pouvait dire, c'était philosophique pour eux. Que tu vois, ils se comparaient aux médecins. Ils disaient non, mais en fait, un permis de construire, c'est un architecte, alors que la loi t'autorise à le faire toi-même si c'est en dessous de 150 mètres carrés. Mais c'était philosophiquement impossible pour eux. Donc, au bout d'un moment, on a arrêté de se battre sur on veut être pédagogue et sympa. On a dit ok, on n'a pas commencé cette guerre, mais on va la terminer. Donc, plus ils nous tapaient dessus, plus je tapais fort, quoi. Je m'en souviens, il y avait un de tes premiers investisseurs qui était Éric Larchevêque. Il avait parlé de toi Ouais. sur l'émission connue sur M6. Je connais un peu le secteur, je suis investisseur chez Algar, qui était Permettez-moi de construire, qui vend en fait des permis de construire aux particuliers. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur comment ça s'est passé en fait la rencontre avec le monsieur? Alors, en fait, c'est simple. C'était en 2018, donc avant qu'il soit vraiment médiatisé avec l'émission, qui va être mon associé. Il est venu à Lille, à Euratechnologie, où j'avais mes bureaux, et il était jury d'un concours de pitch auquel je participais. Et en fait, j'ai gagné ce concours de pitch et il avait posé quelques questions que j'avais trouvées hyper pertinentes. Il avait tout de suite capté notre vision de ce qu'on voulait faire. Et moi, à ce moment-là, j'étais en levée de fonds, donc je cherchais des business angels. Et puis, je lui ai envoyé un mail en fait en lui disant bah, on s'est vu hier, tu avais l'air super intéressé par ce qu'on faisait, trop cool, j'aime beaucoup ton parcours et t'avoir avec nous, ça serait incroyable. Et de là, j'ai reçu un coup de fil de son assistante. Il travaillait chez Ledger à l'époque, il était dirigeant. Et puis elle m'a dit ok, Eric aimerait bien vous recevoir, il est dispo dans 2 heures.
est-ce que vous pouvez venir ?» Donc, j'ai pris un train de Lille à Paris. Je suis allé le voir chez Ledger. J'ai débarqué là-bas. On a pris un café ensemble. Et puis, on a discuté de ma vision. Et il m'a dit, OK, je te donne ma réponse dans 24 heures. Et 24 heures après, il m'a envoyé un petit mail, comme prévu. Et il m'a dit, c'est OK, je mets 50 000. À l'époque, il avait investi que dans 3 startups. On était dans ses premiers investissements. Et donc, il est rentré au capital. Et puis, au fur et à mesure, il nous a accompagnés. Il était membre du conseil d'administration. Il m'a mentoré. J'ai eu de la chance de passer vraiment du temps de qualité en one-to-one avec lui. Et puis voilà. Et puis, la boîte, fin 2023, on était un peu dans la période un peu galère. On a raté notre exit. Et donc, la boîte a fini par être rachetée au tribunal. Et à ce moment-là, était diffusée l'émission Qui veut être mon associé, qui avait été enregistrée un petit peu avant. Et puis, il m'a gentiment mis en avant auprès d'une entrepreneuse qui faisait une start-up dans l'immobilier, en lui disant, bah, je ne vais pas investir, mais je vais te faire rencontrer Aurélien qui va pouvoir t'aider, qui connaît bien le domaine. Je vais vous faire rencontrer le fondateur d'Algar, Aurélien de Nouveau, parce que lui, il connaît très très bien ce secteur. C'est plusieurs années qu'il bosse là-dedans sur des sujets extrêmement connexes et il va vous faire gagner beaucoup de temps. Aurélien, si tu nous regardes. Ouais. Merci Aurélien. Merci Aurélien. Donc voilà comment ça s'est passé. Il m'avait prévenu. En fait, c'est pas qu'il m'avait prévenu, c'est que le jour où il avait enregistré, il m'avait appelé en me disant je suis en live, je suis en enregistrement, il y a une entrepreneuse que je vais te présenter. Et donc dans l'émission, on était censé le voir m'appeler en fait pour me le dire. Mais ils ont coupé cette partie, ils ont gardé la partie où il parle de moi. Mais en fait, je l'ai appris parce qu'il m'a appelé le jour où il était en plateau, en fait. Ouais. Et je m'en souviens je sais pas pourquoi, je m'en souviens très très bien, même avant qu'on se rencontre. Il avait dit à la dame, et Aurélien me doit bien ça. Et je m'en souviens, je crois même mot pour mot. Il me doit bien ça. Il va passer du temps avec vous pour vous aider. C'est vrai. Et du coup, c'était dû à l'exit, l'exit que tu pensais faire, qui s'est pas fait comme même prévu. Pas encore, parce que quand il a enregistré, c'était pas encore terminé, parce que c'était diffusé je sais plus quand, en octobre, je crois, ou novembre. Donc on savait pas encore à ce moment-là si on allait réussir notre exit. Mais il disait ça dans le sens, il m'a bien aidé, il a investi plusieurs fois, il m'a accompagné. Il savait qu'il allait à ce moment-là difficilement récupérer son argent, et il sait qu'on a tout fait pour que ça le fasse, et on en a parlé et c'est OK, tu vois. Mais ouais, je pense qu'il disait ça en mode il me doit bien ça, et effectivement, je devais bien ça. S'il m'avait demandé d'accompagner qui que ce soit, je l'aurais fait, tu vois. Toi, tu avais levé des millions d'euros, je crois, non? Ouais, on a fait C'était avec qui ? En fait, on l'a fait en plusieurs fois. La première fois, c'était la première levée de fonds. J'étais encore étudiant. On avait levé quasiment un demi-million avec un fonds d'investissement régional. Ensuite, on a fait une deuxième levée où là, on a fait rentrer les business angels, dont Éric Larchevêque en 2018. Et ensuite, on a fait une troisième levée. Donc, c'était, on va dire, un pré-seed, un seed et une série A. Et la troisième levée, donc la série A, là, on a levé plusieurs millions, notamment avec un fonds corporate et les autres investisseurs historiques. Donc, à ce moment-là, sans la dette, la série A, c'était une levée de fonds de quasiment 4 millions, quoi. Ça te faisait quoi d'avoir autant d'argent, d'avoir débloqué autant d'argent pour ta société ? Alors, tout le monde dit oui, la levée de fonds, c'est pas une fin en soi, ça fait pas tout, machin. Ok, c'est vrai, une levée de fonds, ça fait pas tout. Mais quand tu es une startup qui lève des fonds, tu peux prendre 2 secondes quand même pour apprécier le truc, parce que c'est dur. Il y a 1% des startups qui lèvent des fonds, tu vois. Et moi, j'ai pas le profil de l'entrepreneur qui a fait HEC, ou qui a des parents dans le business et qui accède facilement à ce milieu-là. Et j'ai réussi à lever déjà un demi-million quand j'étais étudiant en BTS, tu vois. Et après, faire cette levée de fonds, pour moi, c'est une fierté. Alors évidemment, ça ne fait pas tout. Et d'ailleurs, on n'a pas réussi à scaler la boîte comme on voulait après. Donc, ce n'est pas du tout un gage de réussite. Mais il y a quand même très peu d'élus. Et donc, c'est cool de se dire, en fait, là, il y a des gens qui ont posé l'argent, des millions, parce qu'ils croient dans notre concept, que j'ai réussi à leur vendre, j'ai réussi à les convaincre de ma vision, et on a les moyens de se développer. Alors évidemment, on a fait plein d'erreurs, et à y refaire, je n'investirai pas tout ce que j'ai investi de la même manière, mais c'est cool. Et aujourd'hui, je suis tellement content d'avoir pu
découvrir ce process, ce monde-là, lever des fonds, parler à des investisseurs, vendre une vision, exécuter. Alors, c'est beaucoup de stress, énormément de stress, parce que dès lors que tu fais rentrer des investisseurs, tu travailles pour tes investisseurs, tu travailles pour les rendre riches. Et s'il reste de l'argent à la fin, peut-être que tu en toucheras. Donc, c'est vraiment une pression énorme, mais j'aurais jamais imaginé quelques années avant, quand j'étais encore dans le bâtiment, que j'aurais levé des millions pour faire une start-up. Ça n'a aucun sens, tu vois. Donc non, c'était une super expérience, c'était dur. Ça a pris plusieurs mois à chaque fois pour faire les levées. Beaucoup de stress, beaucoup de négociations, beaucoup d'incertitudes. Tu ne sais pas si tu vas réussir à lever à temps ou si on va crever avant parce qu'il n'y a plus de cash. Moi, il y a des levées de fonds, on avait quasiment plus de trésor. On attendait le closing, je devais bloquer des prélèvements et les machins et les cotisations et l'URSSAF et les salaires, prendre l'argent, le mettre sur un autre compte pour pas qu'on nous prenne l'argent, pour qu'on puisse payer les gens avant qu'on ait l'argent. Enfin, tu deviens fou, hein. Donc, c'est pour ça, j'ai quand même beaucoup de respect pour ceux qui arrivent à lever, parce que si tu lèves, ça ne veut pas dire encore une fois que tu vas réussir, mais c'est du travail en fait. Quand la boîte elle a été rachetée, elle a été reprise, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je remonte une startup tout de suite? J'avais pas l'énergie, clairement, il me fallait une phase de digestion parce que ça s'est fini quand même dans le sang. Et est-ce que je reprends un job? En fait, j'y ai réfléchi 5 minutes et je me suis dit, bah non, en fait, je suis complètement inemployable. Ça fait 10 ans que j'entreprends de moi-même. C'est pas possible. Donc, je me suis dit, bah, je vais créer une activité de coaching et je vais transmettre ce que j'ai appris pendant 10 ans aux entrepreneurs qui partent de zéro. Donc, moi, j'estime que la phase que j'ai bien réussi, c'est le 0 à 1 million. On faisait un peu plus avec Algar. J'ai appris énormément de choses. C'est quand même la phase, le très early stage, qui est la plus difficile parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui meurent avant d'atteindre ce palier. Et donc, j'ai créé cette activité de coaching il y a 1 an, en mars 2024. Et là, donc ça fait 1 an et quelques, j'ai accompagné quasiment 50 entrepreneurs sur des projets divers et variés qui sont sur différents secteurs, mais qui ont tous la similitude d'être au même stade de développement, quoi. Donc, soit des gens qui partent vraiment de zéro, on est à l'idée, et je les aide à construire, soit des gens qui viennent de se lancer, mais qui ont besoin d'être guidés, quoi. Parmi tes amis, tu as un mec qui est assez connu dans le game de l'entrepreneuriat, c'est Oussama Ammar. Tu fais Ouais. des conférences avec lui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, bah en fait, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en 2014, moi, je regardais les vidéos en ligne d'Oussama. C'était vraiment la grande période, c'était le début de The Family, et je trouvais qu'il donnait énormément d'énergie, de confiance. Il amenait quelque chose qui n'existait pas en France et il dépoussiérait un peu le milieu de la start-up qui, à l'époque, à ce moment-là, était un truc pas très sexy. Et donc, j'ai commencé à regarder ses vidéos. Je me suis lancé en grande partie grâce à lui. Et puis, quelques années plus tard, j'ai fait une formation qu'il avait proposée pour aider les entrepreneurs à scaler leur boîte, à mettre du process, à automatiser, etc. Et moi, ça a complètement changé la perspective de ma boîte. Ça nous a aidés à fond. Donc, je lui ai envoyé un message pour lui dire, voilà ce que j'ai réussi à faire. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, moi, j'étais à Lille, à Euratechnologie. Je n'aurais pas pu postuler pour rentrer à The Family parce que ma boîte, elle ne correspondait pas totalement aux critères de ce que The Family voulait, en fait. Mais j'ai quand même réussi à y rentrer en faisant cette formation, en lui montrant les choses incroyables qu'on avait réussi à faire. Et c'est là où c'est lui qui m'a dit, bah, c'est incroyable, je vous fais rentrer à The Family, on prend quelques pourcents de votre capital et je deviens votre mentor. Et c'était un deal un peu spécial. Donc, j'ai dû convaincre mon board et mes investisseurs de l'accepter. Et donc, j'ai eu Oussama en mentoring. Dès que j'avais besoin, je faisais un call avec lui, il me mentorait. Et puis voilà. Et puis, 1 an et demi après, bah, il est parti de The Family, il s'est séparé de ses associés. Et en fait, on est restés amis. Il m'avait invité à son anniversaire. Puis petit à petit, on a créé des liens. Et aujourd'hui, bah, c'est un très bon ami à moi. Et de temps en temps, on fait des projets ensemble. Là, on a fait un bootcamp en ligne pour aider les entrepreneurs à lever des fonds. Je l'avais invité effectivement à une conférence que j'avais faite à Lille. Donc, ça reste quelqu'un, malgré tout ce qu'on en dit et tout ce que les gens ont à dire sur lui et sur ses ennuis,
ça reste une des seules personnes en francophonie qui a aidé autant les entrepreneurs, qui a inspiré autant les entrepreneurs. Et même si on veut le faire passer pour un mytho, un gourou, avec des TikTok dans tous les sens, si tu t'intéresses vraiment à son contenu, bah, tu peux objectivement pas dire qu'il n'est pas bon et qu'il n'arrive pas à mettre en mouvement les entrepreneurs. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, que ce soit à Dubaï, à Paris. Il n'y a pas un moment où il n'y a pas des gens qui viennent le voir pour lui dire « J'ai suivi ton contenu, j'ai réussi à faire ça, tu as changé ma vie ». Il a aidé littéralement des dizaines de milliers d'entrepreneurs. Donc, c'est facile de taper dessus quand il a des ennuis, mais il faut quand même rendre à César ce qui est à César, quoi. Est-ce que tu as connu des moments où tu as failli tout arrêter? Qu'est-ce qui t'a fait rebondir en fait? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Alors, on entend souvent des entrepreneurs qui disent « Non, moi, j'ai jamais voulu abandonner ». Je ne sais pas si c'est vrai. Je pense qu'il y en a, ça doit être vrai. Moi, franchement, j'ai voulu abandonner plein de fois, mais je ne l'ai pas fait. Il y a des moments où c'est dur, tu vois. Des moments, t'apprends à être entrepreneur, t'apprends à être CEO, t'apprends à diriger une boîte, t'apprends à manager, ce qui est pas simple du tout. Donc, vraiment des galères, que ce soit managériales, des levées de fonds, des clients que tu signes pas, plus d'argent. Enfin, faut se rendre compte de ce que c'est une startup. C'est la guerre, c'est le chaos total. Donc, il y a plein de fois où j'ai voulu abandonner. Je pense que, en grande partie, je ne l'ai pas fait parce que j'étais pas seul. J'avais des mentors, par exemple Oussama. Moi, il y a des fois où j'envoyais des messages de désespoir à Oussama en mode « Putain, j'en ai ras le cul, je vais arrêter cette boîte ». Et juste en me disant « Ça va aller, t'inquiète, au pire, c'est pas grave ». Juste en entendant ça, en fait, tu abandonnes pas. Et puis aussi parce que j'avais un associé et mon associé, il me poussait beaucoup dans mes moments de down. Je sais que je continuais en grande partie grâce à lui parce qu'il me remettait sur pied et inversement, quand il avait un coup de mou, c'est moi qui le remettais sur pied, quoi. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont jamais eu de coup de mou, qu'ils n'ont jamais voulu arrêter leur activité. Si, il y a forcément des moments privés ou professionnels qui te poussent à remettre en question et à te dire non, j'ai envie de tout arrêter parce que je suis plus heureux, machin. Est-ce que c'est vraiment du courage? C'est peut-être Je de pense la que survie, parce que si tu arrêtes tout, tu plus rien. ouais, mais Donc c'est l'instinct de l'homme qui nous pousse à continuer parce que en fait, on veut rien lâcher. En fait, on a construit moi, quelque chose. j'ai jamais vraiment eu peur que ça s'arrête et que j'ai plus rien parce que ça a toujours fait partie du jeu, entre guillemets, même voilà, j'avais un bon salaire et tout. Je me disais pas ah putain, si ça s'arrête, je vais tout perdre. Parce que ça, je l'ai signé dès le début. C'était plus putain, si ça s'arrête, ça fait chier, on n'aura pas réussi. Tu vois, c'est plus ça. C'est pas ma situation personnelle. Parce que je savais que je pouvais rebondir. Donc, non, je pense que tu es en mode survie tout le temps et c'est fatigant parfois. Mais je pense que c'est vraiment du courage, en fait, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas un truc de fragile, en fait. Et tu vois, moi, j'ai toujours eu cette mentalité anti-fragile, mais il y a des fois où, ouais, j'ai chialé, tu vois. Il y a des fois, heureusement que mes potes étaient là, parce que je me disais, mais j'en ai ras le cul, je veux arrêter. C'était dur à des moments. Et tu vois, un jour, j'ai le fonds d'investissement qui était dans ma boîte. On était vraiment dans la période galère, on devait couper nos coûts, enfin, c'était la galère. Et tu vois, j'en pouvais plus, donc je lui disais, ouais, putain, il y a ci, il y a ça. Et à un moment, elle m'a lâché un, ouais, bon, je trouve que vous êtes un peu fragile quand même. Et je me suis dit, non, mais attends, comment ça, on est fragile? Je l'avais trop mal pris. Et en fait, elle a raison. C'est que l'entrepreneuriat, et spécifiquement les startups, et quand tu es dans ce délire-là, de faire une startup, de lever des fonds, d'avoir des boards, en fait, ouais, c'est pas un truc de fragile. Et si tu es trop fragile, fais pas autre chose. Mets-toi en freelance, signe 2 clients, 3 clients par mois, mais essaie pas de faire la guerre. Elle avait raison. Et moi, je me suis toujours dit, non, en fait, moi, je suis pas fragile et je pense pas que je sois fragile. J'ai développé une capacité de résilience assez énorme. J'ai géré une quantité de problèmes assez énorme. Mais quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ouais, en fait, elle a raison. Arrête de chialer, quoi. Tu l'as voulu, ça. Parce que pour la note un peu plus positive, tu peux rappeler combien il y avait de collaborateurs chez Algar et combien la société elle valait?
Alors, ça dépend. On est monté jusqu'à 30. À la fin, on était une quinzaine, mais on avait des équipes externes aussi en sous-traitance en Tunisie et à Madagascar. On avait 50 personnes de plus. Mais en D'accord. interne, on est monté jusqu'à 30. En moyenne, on a été une vingtaine sur les dernières années, quoi. Et la société, elle valait combien dans ses meilleurs Bah, années? alors, c'est toujours théorique, hein. Tu fais une levée de fonds, on fixe une valorisation, mais la dernière valorisation, c'était un peu plus de 8 millions, la valorisation post-money, ce qui n'était pas la valeur réelle, puisque là, on n'a pas réussi à la vendre. Donc, la valeur réelle, elle existe que si quelqu'un te fait un chèque de 8 millions pour la racheter, ce n'était pas le cas. Mais Ouais. des gens ont payé des actions à une valeur de 8 millions, donc elle valait 8 millions sur le papier. Et on peut Donc, rappeler aujourd'hui que Algar a été renommé, mais ça existe toujours, c'est ça? ça n'a pas été renommé, ça s'appelle toujours Algar, mais ça fait partie d'un groupe qui s'appelle NAT et existe toujours, effectivement, c'est devenu une BU en fait, de ce groupe. Donc, ils ont repris la boîte il y a un peu plus d'un an pour la relancer, remettre un peu de process et puis lui donner une nouvelle vie, quoi. Ouais. Tu as des retours de la société ou plus du tout? Est-ce que des fois, Ouais, je bah, je sais suis pas, est-ce toujours que en parfois tu... contact avec mon associé, enfin, mon ancien associé, mais toujours cousin, qui travaille toujours pour la société en tant que freelance pour faire D'accord. une vraie transition. Ce que je devais faire aussi pendant quelques mois, mais que j'ai décidé d'arrêter assez vite parce qu'en fait, je me sentais plus à ma place, c'était plus mon projet et il fallait que je passe réellement à autre chose. J'étais trop émotionnel, trop abîmé par rapport à tout ce qu'on avait vécu. Ouais, Donc, tout je suis à fait. Ton parti. cousin, Maxime, il n'avait pas cette position-là. Toi, tu l'avais créé de A à Z, donc passer du Ouais, créateur, enfin, du fondateur à salarié. c'est ça. Bah, il était cofondateur, mais il est arrivé un peu tardivement. Enfin, tardivement, pas si tardivement que ça. Mais c'était moi la personne publique. C'était moi la personne qui faisait les levées de fonds. Donc, Maxime, il gérait l'interne. Il était directeur des opérations. Donc, il avait un peu plus de recul. Mais moi ça faisait 10 ans. Je disais, ah bon, c'est bon, il faut que je passe à autre chose. C'est plus ma boîte en plus. Donc, rester pour facturer des honoraires alors que c'est plus ma boîte et que j'ai plus de perspective d'exit, non. Ça m'a vite saoulé. Donc ouais, on est toujours en contact. Il me donne toujours des nouvelles. Il a énormément bossé pour que la transition puisse se faire, pour que ça puisse redémarrer. Et écoute, ça tourne. Après, ça fait pas de croissance énorme. Je pense que c'est quand même compliqué. Mais l'activité existe toujours. Les clients sont toujours satisfaits. De temps en temps, c'est le seul truc que je regarde. Je regarde les avis. Tu vois, j'ai bloqué les réseaux sociaux et tout parce que je dis toujours, j'ai pas envie de voir la nouvelle vie de mon ex. Donc, j'ai pas envie de voir Mais exactement, mais je serais pareil. Ouais. Ouais. Mais de temps en temps, je regarde les avis et quand je vois que les avis sont toujours bons, c'est un peu mon thermomètre parce que je sais ce qu'il faut en interne pour que les avis soient bons parce que c'est très compliqué la machinerie d'Algar. Et quand ils sont bons, je me dis, ah, c'est cool, tu vois. On a quand même créé un truc qui continue à satisfaire des gens. Pour toi, c'est quoi la vraie qualité pour entreprendre? La vraie qualité pour La qualité entreprendre, c'est principale. la résilience. Parce que c'est que des hauts et des bas, des montagnes russes. Il y a un jour, tu es en mode, je suis Elon Musk, je vais tout niquer. Et le lendemain, tu es là, je suis vraiment une énorme merde, tu vois. Ah, c'est C'est sans cesse, sans cesse. Et c'est très, très fatigant. Et donc, vraiment, du jour au lendemain, tu peux passer d'un truc où tu es, super content à c'est le désespoir. Il t'arrive que des merdes tout le temps. Ton job de CEO, c'est de gérer des problèmes toute la journée. Et si tu n'aimes pas ça, c'est compliqué. Donc, tu es bien. En fait, tu peux jamais te satisfaire que ça tourne. Quand ça tourne et que tout va bien, tu te dis, oh putain, c'est pas normal ça. Il va se passer un truc là. Et à chaque fois, il se passe un truc. Donc, il faut vraiment être résilient et dans le sens aussi, aller avec le sens du vent, tu vois. S'il faut aller plus à droite, il ne faut pas que tu sois en mode non, moi je reste à gauche. Il faut s'adapter tout le temps. Et c'est très fatigant, mais je dirais que ouais, la résilience, c'est vraiment la clé, quoi. Ouais, carrément. Mais je crois que c'est le mot par excellence de tous les entrepreneurs, la résilience. Aujourd'hui, si tu fais le bilan, c'est quoi ta plus grande fierté? Ça, c'est dur, ça. Moi, je dirais la plus grande fierté, étant donné d'où je viens et de mon parcours et ce à quoi j'étais prédestiné, c'est d'avoir réussi à monter un projet de cette ampleur. Parce que bah, quand j'étais peintre en bâtiment, tu vois, ma perspective, c'était d'être peintre en bâtiment. Et en fait, j'ai réussi
en me faisant violence à m'extirper de ça. Tu vois, j'ai décidé de démissionner, j'ai décidé de faire un prêt pour pouvoir prendre mon indépendance et accéder à des études. J'ai rencontré les bonnes personnes parce que je suis allé les chercher avec les dents. Tu vois, quand j'ai été recruté chez Leroy Merlin, quand j'ai rencontré Eric, quand j'ai rencontré Oussama, on m'a rien donné de tout ça. Je suis allé le chercher, tu vois. Donc, ma plus grande fierté, c'est ça, c'est d'avoir eu le courage, je pense, de me dire, en fait, ma vie actuelle ne me convient pas, je vais changer ce qu'il faut pour être dans une vie qui me convient. Et ça demande énormément d'énergie et de courage parce que c'est dur de changer. Donc, c'est plutôt ça. Et puis, donc, d'avoir eu un projet comme Algar, que j'ai commencé en freelance dans mon studio étudiant à faire des dessins de permis de construire pour des gens, on est disponible partout en France et il y a des milliers de clients qui passent par nous. Ça, c'est vraiment la plus grande fierté. Entreprendre, c'est les réussites et les échecs. Quelle a été la plus grosse erreur que tu as faite et que tu ne referais plus? Il y en a plein, hein, mais une des principales, c'est de penser que parce que tu es une toute petite boîte, quand tu commences à recruter, que les gens n'ont pas forcément besoin de management. Moi, je me disais, ouais, tant qu'on est moins de 20, c'est bon, on veut que des profils qui sont autonomes et tout. Ça, c'est sur le papier. Dans les faits, les gens ont quand même besoin d'être managés. Donc, tu vois, si je refaisais une boîte, je m'entourerais beaucoup plus de personnes pour m'aider à bien recruter et à bien manager. Ce qui n'a pas été mon domaine de prédilection. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Et c'est le truc qui m'a usé le plus, qui m'a pesé, le management du quotidien. Je pense que c'est pas le truc pour lequel je suis très très bon. Je pense que je suis bon à convaincre les gens de me rejoindre et pour un projet, pour une vision. Mais le daily management, ça me gonfle vite. Mais c'est un truc sur lequel je veux progresser. Et donc, tu vois, en plus, on avait des moyens, on avait des fonds. On a assez peu investi sur bien faire ces choses-là. Donc, si je refais une boîte, dès que je peux, je prends quelqu'un pour m'aider là-dessus. Parce qu'en fait, être entrepreneur, être CEO, c'est pas être manager. Être entrepreneur et être manager, c'est deux choses différentes. Moi, être entrepreneur, ma force, c'est de construire des choses en partant de rien, de trouver de l'argent pour le faire, de mettre en œuvre une vision et de passer de quelque chose qui n'existe pas à quelque chose qui existe. Et être manager, c'est gérer des choses qui existent déjà avec des process établis, etc. Et donc, je pense qu'il faut bien faire la distinction entre les deux et qu'en fait, il faut se faire aider. J'ai pas mal investi sur plein de choses. Tu vois, j'ai investi sur des coachs de vente pour former mes équipes. J'ai investi sur plein de choses. Mais sur ça, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et aujourd'hui, parmi tes coachés, c'est quoi l'erreur la plus courante qu'ils commettent? Bah, moi, je dirais que c'est le défocus, en fait. Quand tu commences un projet, ça ne marche pas tout de suite. Donc, tu as vite envie de partir à droite, de partir à gauche, de créer une nouvelle offre, de lancer un nouveau canal d'acquisition, de rajouter des choses. Alors qu'en fait, il faut vraiment essayer de faire le moins de choses possible, mais les faire avec le plus d'intensité possible. Et ça rassure, en fait, de se dire, ah bah ça ne marche pas, bah, je vais faire ça, comme ça va marcher. Sauf qu'en fait, tu dilues ton énergie, tu complexifies déjà les choses sans t'en rendre compte, parce que tu n'as jamais l'impression de te défocus, sauf qu'après, tu t'en rends compte, tu dis, ah putain, ouais, en fait, j'aurais dû me focus. Donc ça, c'est vraiment le truc principal. Je passe au moins 80% de mon temps à accompagner les entrepreneurs sur ça, en fait, sur leur dire, non, tu ne lances pas ça, non, tu restes concentré là-dessus, et tu avances, quoi. À l'instar des États-Unis avec Trump, toi, t'en penses quoi que la France pourrait être dirigée par un entrepreneur? Est-ce que ce serait une bonne chose ou pas? Moi, je pense que ça serait une bonne chose, mais que dans les faits, ça va quand même être compliqué parce que le poids de l'administration, des institutions, en fait, même s'il y a un super entrepreneur à la tête de l'État, même si en France, le président a quand même beaucoup de pouvoir, c'est quand même compliqué. Donc, à moins d'avoir quelqu'un qui a une majorité totale, avec des gens qui ont le courage de réellement changer les choses en profondeur, pourquoi pas? Mais j'imagine, je sais pas, peut-être c'est pessimiste, mais je me dis, si demain il y a un super entrepreneur à la tête de l'État, ça va vite le saouler, il va retourner aux affaires, tu vois. Ouais, c'est pas Parce que faux. c'est un peu désespérant d'avoir autant de manches à balai à la tête de l'État.
avec des gens qui pensent qu'à leur réélection, qui parlent en fonction des votes qu'ils vont pouvoir choper. Et franchement, là, moi, j'habite plus en France depuis quelques mois, j'habite au Portugal. Alors, je dis pas que c'est mieux. Je me sens un peu extérieur, tu vois. Je connais pas bien la politique portugaise, je vois un peu ce qui se passe, mais je suis un peu dans ma bulle, mais en fait, ça me fait du bien. Je trouve que le climat politique et social en France, c'est n'importe quoi. Moi, le pays me fait un peu peur, honnêtement. Là, j'y suis retourné, tu vois, quelques semaines. C'est un magnifique pays, je pense qu'on a un des plus beaux pays du monde. Mais il y a un truc qui va pas, tu vois. Il est gangréné partout. Je trouve que il y a de la violence, de l'agressivité de plus en plus. On dirait que les mecs à la tête de l'État, ils en ont rien à foutre. Donc ça me désespère un peu. Donc je me dis aux prochaines élections, s'il y a un vrai profil entrepreneur et tout qui y va, bah tant mieux. Il faudra le soutenir. Mais qui? Parce qu'en Et bon fait, courage. t'as rien à gagner en fait à y aller. C'est que des emmerdes. Pour finir, est-ce que tu as des conseils à des primo-entrepreneurs, c'est ça? Ouais. Bah, il y en aurait plein, mais le principal, ça serait de dire que, en fait, l'entrepreneuriat, c'est le concret, c'est le fait de faire des choses. Donc, moins tu restes dans tes réflexions, etc., et plus tu es dans l'action, mieux c'est. Et même si au début, tout ne te paraît pas très clair, que tu te poses encore beaucoup de questions, qu'il y a beaucoup d'inconnus dans l'équation, c'est en faisant des choses que les équations s'équilibrent et que tu comprends ce que tu es en train de faire, tu comprends ta cible, tu comprends tes clients. Donc, il faut juste, en fait, se mettre en mouvement. Il y a une phrase que j'aime bien, je ne sais même plus qui est l'auteur. Un con qui marche ira toujours plus vite qu'un intellectuel assis, tu vois. En Ouais, fait, mais c'est la phrase que je ressors très très souvent. Et ouais, c'est facile à dire. Et des fois, ouais, tu te dis, en fait, je suis dans le piège du mec, du con qui réfléchit encore. bah Euh, ouais, et franchement, mais- il y a beaucoup de gens qui ont réussi à faire des choses. Alors, c'était pas les plus intelligents, tu vois, mais c'est ceux qui ont le plus exécuté. Donc, il faut faire. Tu vois, j'essaie de me souvenir les débuts d'Algar. J'étais pas en mode dans mon bureau à faire des plans, à me dire je vais faire une start-up et puis ça va faire six. Non. En fait, j'ai commencé, j'ai fait un site, j'ai acheté de la pub, j'ai eu des premiers leads, j'ai fait des permis de construire, je suis allé chez l'imprimeur, j'ai imprimé le permis de construire, j'ai donné au client, il m'a donné 1000 euros en échange, je l'ai fait 20 fois. Et petit à petit, j'ai avancé, puis j'ai trouvé des investisseurs, puis ça s'est transformé en un truc plus scalable. Et en fait, c'est comme ça que ça démarre un projet. C'est pas en mode, alors, voilà le plan sur 20 ans, la startup, on va lever X, on va faire ci. Non, ça se passe pas comme ça. C'est des systèmes beaucoup trop complexes pour être pensés parfaitement a priori. Ils sont optimisés a posteriori en créant des choses et en se disant, OK, bah, maintenant on a fait ça, tiens, si on fait ci, si on fait ça. C'est comme ça qu'on démarre un projet. Il faut juste faire des trucs. Et c'est Ouais, dur, je suis hein. d'accord. Ah Il y a ouais, des gens qui carrément, disent, ah je ouais, l'ai je sais pas compris assez quoi tard. faire. Je suis passionné par le sport, j'aimerais bien faire une boîte dans le sport, mais je sais pas quoi faire. Bah, je sais pas, créer du contenu sur le sport, va voir des gens, coach des gens, j'en sais rien, et petit à petit, ça va te donner des idées, et tu avances, et c'est comme ça que tu vas démarrer un vrai projet, en fait. Toi, Aurélien, toi qui as connu les débuts de MyCity, j'avais commencé en août de l'année dernière, donc en août 2024. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de l'évolution de MyCity? Ce que je trouve bien, c'est que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu as avancé sans trop te poser de questions. Tu avais une idée plus ou moins précise de ce que tu avais envie de faire, mais tu as juste avancé, tu as commencé à faire tes interviews, tu as commencé à faire des vidéos, et ton concept s'est affiné au fur et à mesure. Donc c'est ça qui est bien, je trouve que ça a avancé vite. Maintenant, plus globalement sur le concept, moi je pense qu'il y a vraiment un truc avec la localité, quoi. Alors déjà, il y a un truc avec c'est quoi la prochaine génération de médias, parce que tout le monde est fatigué des médias actuels. Et il y a un truc avec la localité. Tu as envie de savoir ce qui se passe autour de toi. Ah ouais. Moi, on m'a conseillé de plus en plus depuis peu, c'est vraiment de franchiser le média. C'était un peu le but rêvé initial. Pour l'instant, c'est trop tôt. Donc là, j'en ai deux, trois là, qui m'ont conseillé ça, qui ont un certain poids. Donc on verra Ouais, il avec le faut que temps si ce ça soit se fait ou pas. quelque chose de multilocal, en fait. Faut qu'il y ait une marque, Ouais. mais qui s'adapte à la localité.
Est-ce que tu penses, toi, que le média, il peut scaler? Alors, certainement à travers la franchise. En tant qu'entrepreneur, tu penses que MyCity peut aller Je pense que plus ça loin? peut se caler effectivement dans ce modèle-là, quoi, de franchise, d'avoir une marque qui est utilisée de manière locale à différents endroits. Je pense que c'est le meilleur moyen parce que sinon, ça veut dire que c'est toi qui dois construire une marque et de créer des antennes. Et en fait, là, ça devient quelque chose de très, très peu scalable. Alors que si tu vends un nom, si tu vends une franchise, en fait, ton média, il peut être répliqué à droite, à gauche. Et si toi, tu as bien éprouvé les choses, le process, la manière de délivrer, bah après, tu as le playbook pour que ça puisse être répliqué, quoi. Je pense que c'est la seule manière réellement de le scaler. Et toi, tu penses qu'un média comme MyCity peut jouer un rôle dans une ville? Ouais, ouais, parce que bah déjà, on est noyé par comment dire, le négatif, que ce soit par les médias nationaux ou même les médias locaux. Quand une news passe à la télé, généralement, pas tout le temps, mais dans une grande partie des cas, c'est un truc négatif. Et donc, réancrer ça de manière locale, mettre en avant des initiatives positives, donner la parole à ceux qui ne l'ont pas souvent, montrer les commerces, les soutenir. Tiens, les commerçants, les mecs, ils prennent cher. Tu vois, là encore à Paris, avec les émeutes, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les émeutes, il y a eu le Covid. Ils prennent cher, ces gens, tu vois. Donc, les mettre en avant, leur donner la parole, montrer des initiatives, en fait, c'est super. C'est de l'attractivité pour la ville. Ça donne aux gens de rester dans une ville ou de venir dans une ville. Tout le monde est content et ça donne du positif à ceux qui consomment le contenu, quoi.